Donc, on va commencer la correction du TD. Donc, on commence par la première question. Okay, donc, donner la définition et un exemple d'utilisation de chacun des principes de design sécurisé. Donc, on commence avec le premier principe de design, la défense en profondeur. Donc, Yonli, est-ce que tu peux répondre à la question? Oui. Okay. Donc, donnez-nous la définition et aussi un exemple d'utilisation de ce premier principe. La défense en profondeur consiste à exploiter plusieurs techniques de sécurité afin de réduire le risque lorsqu'un composant est compromis ou défaillant. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez essayer de répéter la définition. Non, La défense en profondeur consiste à exploiter plusieurs techniques de sécurité afin de réduire le risque lorsqu'un composant est compromis ou défaillant. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. OK. Donc, qui a proposé une autre définition? Normalement, c'est la défense en profondeur. C'est vrai, c'est une technique qui essaie de proposer plusieurs techniques de solution ou bien plusieurs contre-mesures afin de réduire le risque et surtout renforcer la sécurité soit d'un système, soit d'une application, soit d'un réseau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre définition? Donc, qu'est-ce que vous avez noté dans dans les solutions que vous avez proposées? Malouki, qu'est-ce que vous avez écrit? Même définition, monsieur. Et un exemple, Yonli, donc un exemple d'utilisation de la défense en profondeur. Qu'est-ce que vous avez noté? J'ai pas noté d'exemple. Les autres, qu'est-ce que vous... Monsieur, OK, oui, mademoiselle. par exemple, on peut regrouper les contrôles d'antivirus et les pare-feux d'anti-spam. C'est parfait. Donc ça, c'est un exemple, oui, c'est un exemple. Ça veut dire dans un... on a parlé que il existe plusieurs mesures de sécurité. Maintenant, dans un ordinateur, pour le sécuriser, on doit installer l'antivirus, on doit installer par exemple un anti-spam, on doit installer donc plusieurs afin d'éviter au maximum donc les différentes menaces de sécurité. Par exemple, dans un réseau, on peut utiliser les techniques de filtrage niveau 4, on peut utiliser les techniques de filtrage niveau 7. Donc, plus qu'on ajoute de composants ou bien de mécanismes de sécurité, donc ça, c'est un exemple. Donc, j'ai dit aussi, vous pouvez donner un exemple qui n'est pas du tout en relation avec le domaine informatique. Maintenant, au niveau pour contrôler les villes, et par exemple, maintenant, on vit dans un confinement. Il y a actuellement un confinement. Donc, les autorités essaient de contrôler les circulations des personnes. Donc, comment ils font la défense en profondeur? On trouve plusieurs barrages. Par exemple, vous pouvez voyager, si vous voulez, vous êtes dans votre voiture, vous êtes à Beni Mellal, vous voulez aller à Agadir, par exemple. Donc, vous passez par plusieurs barrages de gendarmes, de police. Donc, quel est l'objectif? Ça veut dire, c'est d'essayer de contrôler au maximum, ça veut dire la circulation des gens. Ça, c'est un exemple de défense en profondeur.
C'est clair, ce concept-là. Donc, c'est parmi les grands concepts dans une entreprise. Il y a vous avez un réseau, vous avez les applications. Il faut jamais dire, par exemple, j'ai mon réseau, j'ai un pare-feu, je suis sécurisé. Il faut jamais dire cela. Si vous voulez vraiment minimiser au maximum les menaces de sécurité, il faut toujours ajouter des mécanismes. Vous remarquez, plus qu'on essaye d'entrer à un lieu qui est plus sécurisé, maintenant, vous remarquez dans un environnement très sécurisé, vous trouvez, il y a toujours des portes de sécurité. Il y a des gens qui peuvent vous donner, est-ce que vous avez un badge, est-ce que vous devez s'authentifier en utilisant votre empreinte digitale. Ça veut dire, vous remarquez, plus vous pouvez passer par le premier niveau, par exemple, le premier porte, deuxième porte, troisième, et chaque porte, il essaye ou bien dans chaque niveau, il y a des contrôles de sécurité. Et surtout, on utilise ce principe-là dans la défense en profondeur. Vous remarquez, il y a des niveaux de sécurité. Maintenant, dans un système, on peut avoir 2 niveaux. Ça veut dire, si même un attaquant arrive à casser le premier niveau, il ne peut pas accéder au système sans casser le deuxième. Donc, si un système utilise un système sur 3 niveaux ou bien 3 couches, ça veut dire que ça sera plus difficile. Il faut casser la sécurité du premier niveau, du deuxième niveau et aussi du troisième niveau. Si on a un système de 4 niveaux, la sécurité d'un système de 4 niveaux, c'est plus fort qu'un système d'un niveau. Donc, il faut casser la sécurité du premier niveau, du deuxième niveau, du troisième et du quatrième. Donc, quelle est ça veut dire la taille des couches ou bien des niveaux qui est préférable, ça dépend au système, ça dépend à votre active. Ça veut dire, est-ce que c'est vraiment votre système contient des informations qui sont très précieuses. Par exemple, une application d'une petite entreprise, un PME dans laquelle on trouve seulement des informations de l'entreprise et quelques informations mineures, ce n'est pas la même chose qu'une application d'un banque en ligne. Ça veut dire qu'il y a des transactions bancaires, il y a des gens qui veulent attaquer l'application. Ça veut dire plus qu'on a une application, un réseau ou bien un système dans lequel il y a un modèle de menace qui est très très riche et les risques de sécurité se sont grands, plus qu'on doit mettre de couches ou bien de niveaux de sécurité. On passe le deuxième principe du moindre privilège. Donc, Yonli, est-ce que tu peux nous donner, donc toujours continuer avec toi, donc qu'est-ce que cela signifiait, principe du moindre privilège? Le principe du moindre privilège, c'est lorsqu'on n'a accès qu'à une certaine zone, mais pas à toutes les autres zones. Ok, donc est-ce que vous ne pensez pas, ça c'est un exemple d'utilisation du principe du moindre privilège. Ce que vous avez dit, c'est un exemple normalement. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, j'ai dit le moindre privilège, c'est lorsqu'on a accès à juste quelques zones, mais pas à toutes les autres zones. Ok, donc on peut dire ça. Donc ça c'est on a accès à un. Mais qu'est-ce que vrai? Donc ça c'est un exemple d'utilisation du principe moindre privilège. On a accès à une zone ou bien à quelques, mais on n'a pas accès à toutes les zones. Oui. Donc ça c'est un exemple. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Moindre privilège. Oui, mademoiselle? Cela signifie que chaque processus et chaque utilisateur du système doit fonctionner en utilisant le moindre privilège nécessaire pour exécuter la tâche. Moindre privilège ou bien le strict minimum d'autorisation. Ça veut dire dans un système ou bien un réseau ou bien une application,
Donc, le principe du moindre privilège, ça veut dire quoi? Il permet de donner. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous conseille, ce principe-là, de donner le strict minimum d'autorisation nécessaire pour réaliser une tâche. OK? Donc, ça veut dire, dans un exemple d'utilisation de ce système, par exemple, dans un SGBD, bien un système de gestion de base de données tel que MySQL ou bien autre, à la place d'utiliser pour une application l'utilisateur root, bien, c'est mieux de créer des utilisateurs différents avec des droits qui sont précises. C'est pas, ça veut dire, si vous utilisez l'utilisateur root a tous les privilèges, il peut accéder à toutes les bases de données. Et normalement, c'est très, très dangereux de l'utiliser dans le code d'une application. Donc, c'est mieux d'utiliser quoi? Ça veut dire de créer. Il faut voir, maintenant, créer un utilisateur qui a le droit, par exemple, d'accéder seulement à une base ou bien deux bases de données pour ne pas, si il y a un problème, par exemple, le mot de passe de cet utilisateur est divulgarisé ou bien volé, on a seulement l'attaquant, il peut accéder à deux bases de données. Ce n'est pas la même chose que si le mot de passe root a été divulgarisé ou bien a été volé. Donc cela va mettre en danger tout le système de gestion de bases de données. Est-ce que c'est clair normalement quel est donc le point fort d'utilisation de ce principe de design qu'on trouve dans les réseaux informatiques, dans la sécurité des applications web et dans la sécurité des systèmes d'exploitation. Et dès que le système d'exploitation, on préfère de ne pas utiliser le compte root ou bien le compte administrateur. Donc toujours, c'est mieux. Dans un réseau, on ne va pas donner des sessions pour administrateurs. On va donner des sessions avec des privilèges qui sont bien définis. Par exemple, les gens des ressources humaines, ils ont besoin de certaines autorisations, bien certains privilèges. On va donner seulement les autorisations nécessaires pour les gens de ressources humaines. Par exemple, dans les gens le service marketing, ils ont besoin de certains privilèges, on va donner seulement les différents privilèges qui seront besoin. Maintenant, donc, ils ont besoin de 10 privilèges ou bien 10 autorisations, on va leur donner 10 autorisations. On ne va pas leur donner toutes les autorisations possibles dans le système. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions concernant les deux principes? Parce que ce sont deux grands principes. Chaque fois on fait la conception, يعني فاش كنكونوا كنوجدوا ou bien concevoir, فاش كنكونوا كنديروا la conception ديال la sécurité, soit d'un système, soit d'un réseau, il est toujours important de se baser sur ces principes-là, la création ou bien la rédaction ou bien la réalisation de la politique de sécurité d'un système ou bien d'un réseau ou bien d'une application. On passe au troisième principe qui est aussi un très très important principe, le principe d'isolation. On l'appelle aussi le sandboxing, aussi un nom de ce principe. Dalil Hicham, est-ce que tu es là? Dalil? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu as noté pour quelle est la définition de ce principe d'isolation? C'est un principe qui se basait sur l'isolation physique et qui se basait. OK, oui, c'est un principe qui se base. Okay, sur l'isolation physique et logique des ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi isoler? Isolation.
Isolé, c'est-à-dire ne permet pas d'accès, par exemple, à une ressource pour tout l'utilisateur ou bien tous les gens. C'est pas clair. Donc, toujours l'air d'aller. Si nous avons une question concernant définir ou bien expliquer, il faut toujours essayer de clarifier le maximum possible et d'utiliser des termes qui sont clairs. Maintenant, parce qu'on a le principe d'isolation, c'est mieux de ne pas, principe d'isolation, c'est mieux de ne pas utiliser verbe isoler. Ça veut dire, normalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une autre définition? Donc, ça veut dire quoi? Principe d'isolation. Bourja Hamid, est-ce que tu es là? Monsieur Bourja Hamid. نشوفوا مع مادموزيل دامري. Mademoiselle Ikram, est-ce que tu es là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mademoiselle Damre, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il est là? Non. Qui a déjà répondu? Je connais جاوبنا على هذا السؤال هذا. شكون اللي جاوب عليه؟ Oui, C'est la séparation du système. L'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse, l'extérieur vers l'intérieur. Donc oui, c'est vrai. Donc on peut dire le principe d'isolation, ça veut dire c'est la séparation. Ok, on peut dire c'est séparé. Donc on dit isoler, séparation d'un système, d'un réseau, d'une application. Ok. Mais la séparation, on peut dire, ça dépend. On va séparer ou bien segmenter une zone ou bien un système ou bien un réseau en différentes zones ou bien en différentes. Je vais voir qu'est-ce que vous avez noté ici. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a donné une autre, ça veut dire quoi, isolation? Monsieur, l'isolation s'applique en 3 contextes. Le système d'accès public et les processus et les fichiers des utilisateurs et aussi le mécanisme de sécurité. Ok, oui, on peut dire ça. Oui. Qui a proposé une autre définition? Monsieur? Oui. J'ai proposé que le principe d'isolation, c'est la séparation d'un système en sous-système pour contrôler l'accès aux ressources. C'est parfait, c'est totalement parfait. Normalement, isolé, on peut dire c'est la séparation ou bien c'est la segmentation d'un système, d'un réseau, d'une application, okay, en sous-système ou bien sous-application ou bien sous-réseau afin de contrôler l'accès à ce système et afin de contrôler parfois d'éviter la communication entre les segments ou bien les parties ou bien les zones d'un système, d'un réseau, d'une application. Ok, un exemple d'utilisation. Application de sandboxing. Oui, donc le sandboxing, on le trouve dans quand vous utilisez un navigateur, voilà, un navigateur ici, j'ai combien les onglets. Maintenant, j'ai la première onglette, quel est le nom de domaine ici? Vous pouvez remarquer, c'est par exemple ici, vous avez www.microsoft.com. Ok, j'ai une deuxième onglette, ok. Maintenant, dans Google Drive. J'ai une troisième onglette, فين كاينة
site.google.com. J'ai une troisième toujours Drive et j'ai un quatrième sur wikipedia.org. Le même navigateur, ça veut dire le même navigateur Chrome. Si le sandboxing du navigateur, ça veut dire par exemple, le site Microsoft.com, il contient des menaces de sécurité ou bien un attaquant arrive à contrôler ce site, ça veut dire automatiquement, il n'a pas la capacité d'affecter les autres onglets ou bien les autres noms de domaine. Pourquoi? Parce que les zones ici, donc chaque onglet, elle est séparée par rapport à l'autre en appliquant le principe d'isolation ou bien le sandboxing. Donc un autre exemple du principe d'isolation, c'est dans votre application mobile, votre smartphone. Il y a plusieurs applications dans votre téléphone. Si par exemple, vous avez téléchargé une application qui contient un cheval de Troie ou bien normalement un virus, donc cette application-là ne peut pas communiquer directement ou bien affecter directement les autres applications. Donc ça, c'est un exemple de principe d'isolation. Un exemple d'utilisation aussi du principe d'isolation, c'est au niveau des virtual machines. Quand vous utilisez VirtualBox ou bien un autre logiciel de virtualisation, vous pouvez installer plusieurs machines, ça veut dire un système d'exploitation. Si, par exemple, un attaquant arrive à attaquer une machine, et normalement qu'on fait, on ne peut pas attaquer les autres machines qui se trouvent dans le système physique. Ça veut dire aussi, nous avons la segmentation, soit logique, soit physique. On a parlé sur les VLAN, la segmentation logique. Donc ça aussi, c'est un exemple de principe d'isolation. On passe le dernier principe. Donc le principe de la médiation complète, ou bien en anglais complete mediation. On va voir avec le Malouki. Hassan, qu'est-ce que vous avez, quelle est la réponse que vous avez donnée, ou bien la définition de ce principe? Malouki, est-ce que tu es là? Ok, نشوفوا مع ولي بوش أمين. Monsieur Amin, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, Amin, il est absent. Bien là. Ok, نشوفوا مع qui a déjà répondu à la question. Principe Monsieur, de médiation complète, oui. Si la médiation complète signifie que chaque accès doit être vérifié par rapport au mécanisme de contrôle d'accès. C'est une réponse correcte. Normalement, le principe, chaque action, il doit être contrôlé par un mécanisme de contrôle d'accès. Bien, chaque événement, il doit être contrôlé. Chaque action dans un système, dans un réseau, dans une application, ils doivent être contrôlés depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Un exemple d'utilisation de ce système, la médiation complète. Il y a le système d'accès au fichier. Oui, le système d'accès au fichier, vous remarquez, vous avez la date de création du fichier. Un fichier, c'est pas n'importe qui peut accéder à ce fichier. Il y a des droits d'accès à ce fichier. On peut mettre normalement un exemple aussi d'utilisation. Ce sont les firewalls ou bien les techniques de filtrage. Donc, on doit contrôler l'accès les différents paquets de réseau pour contrôler quels sont les paquets qui doivent être acceptés, quels sont les paquets qui doivent être refusés. On passe à la deuxième question.
Donc, expliquer pourquoi dans un réseau LAN, les machines ayant des adresses routables, ou bien on les appelle aussi publiques, sont beaucoup plus exposées aux attaques externes que ceux ayant des adresses privées. Donc, شوفوا مع أي شيتاش. Est-ce que tu as Monsieur, oui. j'ai des problèmes avec connexion de 4G maintenant. Ok, pas de problème. Aït Salahdin Aït Chitesh, est-ce que tu es là? Salahdin. Khaïd Ahmed. Khaïd. Oui, monsieur. Oui. Est-ce que tu peux répondre à la deuxième question? Oui, monsieur. En expliquant pourquoi les réseaux LAN, les machines ayant des adresses routables publiques sont beaucoup plus exposées aux attaques externes que ceux ayant les adresses privées. Parce qu'il est accédé avec tout le monde, sont des adresses publiées. الله يرضى عليكم. شوفوا هذا الحد في التيبيات، شوف لي ريبون. نديروا جمل مفيده ياك فاش كتكتبوا راه كنلاحظ بان vous avez des grands. Il faut pas compliquer la vie. Et vous avez une question نبدا مثلا او expliquer pourquoi dans un نبدا بلا ريبونس. راه كما تنقول لكم راه خاصني نفهم بعدا لا ريبون dans un نبدا مثلا بلا ريبون dans un réseau LAN. Les machines ayant des adresses routables sont beaucoup plus exposées aux attaques externes que ceux ayant des adresses privées parce que كمل. Parce qu'il est plus utilisé, parce qu'il est... شكون هما إليه parce que les adresses publiques. ايوا خاصني نقولها راه جدوا خاصني نحط راه نورمالمون لا ستركتور ديال الفراز راه عارفينها. راه كنبداو فيرب ولا كنبداو بنون كنمشيو من بعد وزافي ان خاصنا نتبع لا ستركتور ديال الفراز ماشي نحيد شي حاجه وندير حاجه اخرى. دونك باسكو les adresses publiques sont accessibles par tout le monde. Comment cela, les adresses? Est-ce que les adresses publiques ils sont accessibles par tout le monde? Oui, monsieur. Parce que chacun, vous pouvez consulter l'Internet et l'attaque, il y a possibilité pour faire des attaques entre les adresses privées. Parce que normalement, les adresses publiques, ce sont des adresses données pour qui? Normalement, ces adresses publiques, ils sont données pour qui? Comment je peux obtenir une adresse publique? Monsieur, par exemple, on utilise des VLAN. Des VLAN? Oui. Oh, qu'est-ce que vous dites? Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois savoir qu'est-ce qu'une adresse publique et qu'est-ce qu'une adresse privée. Pour que je puisse expliquer pourquoi les adresses ou bien les réseaux LAN ou bien les machines ayant des adresses publiques sont plus exposées, je dois comprendre c'est quoi les adresses routables ou bien publiques et c'est quoi la notion des adresses privées. Après, je peux dire clairement pourquoi la catégorie des adresses publiques se sont plus exposées. Donc, nous allons la première partie de la question. C'est quoi une adresse qui est publique? Monsieur, j'ai pas fait cette question. انا باش تسهل عليك لان شنو نورمالمون كاين لوبجيكتيف ديال هاد لا كيسيون باش كنقول لك expliquer pourquoi dans un réseau mais يمكنش tu peux pas répondre à cette question si tu ne sais pas la différence ما بين adresse publique ou adresse privée.
ياك Oui. راه ديما الا ما فاهمش انا شنو هي ادريس بوبليك اي سي كوا اون ادريس بريفي دونك سي نورمال كومون جو بو دير سي comment je peux justifier, comment je peux expliquer. Oui. Donc, quelle est la différence? Qui peut nous répondre? Quelle est la différence déjà entre une adresse privée et une adresse publique? Monsieur, Oui, monsieur, oui, une adresse IP publique est unique dans le monde. oui, c'est une Alors, adresse qui est unique dans alors, le monde. C'est tout? Est-ce que c'est unique? alors, Est-ce que ça c'est la seule caractéristique? Ça fait Elle est utilisée seulement dans l'Internet. adresse IP Ne sont pas unique. utilisés dans un Exactement. réseau local. Et donc, elle est utilisée seulement dans un. Donc, elle est utilisée par Internet. Ça veut dire quoi utiliser dans Internet? C'est-à-dire dans un réseau public. Oui, ça veut dire que c'est dans un réseau public, tel que Internet. Parce que quel est l'objectif déjà quand on a créé les adresses Internet? L'objectif au départ, c'était quoi? Vous avez vu cela le cours du réseau normalement parce qu'on dit les adresses IP. Je nous dis l'objectif au départ. C'était quoi l'objectif? C'est la même chose que vos adresses personnelles. Maintenant, vous habitez à Bani Mellal, quartier X, tel ou tel. C'est la même chose pour les ordinateurs. Donc, on a pensé à utiliser les adresses IP afin de permettre la communication entre différentes machines dans un réseau pour identifier une machine. OK? Pour l'identifier une machine, nous avons les adresses MAC et nous avons les adresses logiques qui sont les adresses IP. Et dans les adresses IP, il y a des adresses qui sont publiques et des adresses qui sont privées. Comme vous avez dit, une adresse IP, c'est unique, soit qu'elle est publique, soit elle est dans un réseau, on doit avoir une adresse qui est unique. Mais la différence au niveau des adresses publiques, que c'est une adresse qui est routable et c'est une adresse qu'on doit trouver seulement une adresse qui est au niveau international. Ça veut dire quel que soit le réseau, on ne peut pas trouver deux adresses publiques pour deux machines différentes. Donc ça, c'est impossible de le trouver. OK? Donc normalement, ce sont des adresses routables. Ça veut dire quoi des adresses qui sont routables? Quelle est la relation ici routable? Donc ça veut dire la notion des algorithmes de routage. Ça veut dire quoi des adresses qui sont routables? Donc, pour vous donner plus d'explications, normalement, dans un réseau public tel que le réseau Internet, parce que c'est le plus célèbre réseau public, ça veut dire quoi public déjà? Un réseau qui est public. Quand on dit un réseau qui est public. Tout le monde peut accéder à ce réseau. Ce n'est pas un réseau privé. Tout le monde, exactement. Ça veut dire il y a un réseau qui est public. Tout le monde qui a accès à ce réseau donc, peut accéder à ce réseau. Ce n'est pas la même chose pour un réseau qui est privé. Ça veut dire seulement un certain nombre de machines peuvent accéder à ce réseau-là. Et quand on dit des adresses qui sont routables au niveau d'Internet, si vous n'avez pas une adresse qui est publique, un utilisateur qui se trouve
dans un autre pays ou bien dans une autre ville ne peut pas accéder à, par exemple, à votre serveur si vous n'avez pas un, ou bien à votre machine si vous n'avez pas une adresse qui est publique. Et c'est pour cela au niveau international, pour organiser et pour donner les adresses publiques, qui peut nous donner, par exemple, vous voulez une adresse publique. Qui va vous donner cette adresse publique? Le fournisseur d'accès. Le fournisseur de l'Internet. Okay, donc le fournisseur, est-ce que c'est le seul qui donne ces adresses publiques? Liana, organisé. Liana. Oui, Liana. Qu'est-ce qui permet de faire Liana? Distribuer les adresses IP. Vous pouvez écrire le nom de Liana pour vos collègues, les معارفينهاش. Non. Donc c'est l'organisme au niveau international, bien l'institut au niveau international qui permet de séparer et de donner. Il y a l'IANA au niveau Afrique, au niveau de l'Europe et au niveau de chaque continent au niveau international pour donner pour chaque continent la plage d'adresses publiques qui sont. C'est pour cela quand vous connectez au réseau Internet avec une adresse IP, automatiquement, je peux savoir quel continent, quel pays vous êtes connecté. Comment je peux savoir cela? Parce que automatiquement, l'adresse publique, les adresses publiques, ils sont séparés ou bien distribués de la part de l'IANA. Normalement, quand on a la plage d'adresse en Afrique, quand on a la plage d'adresse au niveau Maroc, quand on a la plage d'adresse qui est en Tunisie, quand on a la plage d'adresse qui est le Sénégal, ainsi de suite. Au niveau Maroc, on a aussi les adresses qui sont par exemple dans cette partie ou dans cette zone ou dans cette telle ou telle zone. Mais il y a des techniques normalement qui sont pour masquer l'adresse publique afin de des techniques soit des utilisations des proxys afin de changer afin d'éviter de donner de l'information de localisation de votre système à partir de votre adresse IP. Et pourquoi on dit que ce sont des adresses routables? Ça veut dire si vous avez une adresse publique, quand il y a un échange d'informations, les routeurs au niveau Internet ne vont pas autoriser la communication ou bien de router, même un router, de passer des paquets vers un routeur, vers un autre, si votre adresse n'est pas publique. Ça veut dire automatiquement les adresses privées, ils seront bloqués. Et au niveau des adresses privées, ça veut dire ils sont en relation avec un réseau qui est en général un réseau local. Donc les adresses privées, on l'utilise dans un réseau qui est un réseau local, un réseau fermé, un réseau interne d'une entreprise ou bien d'un organisme. Et ces adresses-là, on peut avoir l'organisme 1 qui utilise des adresses IP privées. L'organisme 2 peut utiliser les mêmes adresses IP sans aucun problème. Mais pour la communication entre l'organisme 1 et l'organisme 2, en utilisant Internet, par exemple, l'organisme 1 et l'organisme 2 doivent avoir des adresses qui sont publiques. Mais pour la communication interne, au niveau de l'organisme 1 ou bien de l'organisme 2, on peut utiliser des adresses qui sont privées. Est-ce que c'est clair? Normalement, c'est la distinction entre ces deux. Automatiquement, quand on parle entre une adresse publique, on est dans un système à accès ouvert, un système à accès ouvert à tout le monde qui a par exemple, si on prend le cas de l'Internet, chaque personne qui a accès à Internet ou bien qui a un abonnement à Internet, il peut accéder à tous les adresses qui sont
publique au niveau Internet, mais il ne peut pas accéder à toutes les adresses privées. Pourquoi? Parce que ce sont des réseaux qui sont fermés. Donc, c'est impossible d'accéder à partir d'Internet à une adresse qui est privée. Donc, après la distinction entre adresse privée et adresse publique, maintenant on peut savoir pourquoi c'est plus les adresses publiques se sont beaucoup plus exposées. Donc, normalement, puisque une adresse publique, il sera accessible par n'importe qui, par un nombre qui est très grand d'utilisateurs, c'est logique que les adresses publiques seront plus exposées aux attaques externes. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre très important des utilisateurs qui peuvent accéder. N'importe qui a un abonnement peut accéder. Il peut attaquer le système. Mais concernant un réseau qui est privé, qui contient des adresses privées, qui peut attaquer ce système, surtout s'il n'est pas connecté à Internet. S'il y a 4 machines ou bien 5, les menaces ou bien les attaques, ils vont venir de ces 5 machines. Ils ne vont pas venir de l'extérieur parce que l'extérieur n'a ce réseau-là n'est pas connecté à Internet. Ça veut dire que c'est très facile normalement d'assurer la sécurité d'un réseau qui est fermé. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est pour cela qu'on a dit, une fois votre réseau interne est connecté à un réseau public, ça c'est un grand... Pourquoi parmi les positions d'un système de filtrage, un système de filtrage. On a parlé de la segmentation, on a parlé sur les techniques de filtrage et on a dit automatiquement, si nous avons un système interne ou bien un réseau interne qui est connecté à Internet, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la première étape de sécurité qu'on doit mettre en place? Est-ce que vous avez compris ma question? Non, monsieur. Si nous avons un réseau interne, vous avez un réseau local, ok? Vous êtes un administrateur réseau ou bien un administrateur de sécurité dans une entreprise. Vous avez un réseau local, ok? Votre réseau local, elle est connecté à Internet. Comment vous allez, quelle est la première étape de sécuriser votre réseau? On utilise des firewalls. C'est ça, c'est la première. Ça veut dire on est obligé de passer par des techniques de filtrage. Pourquoi? Parce que maintenant, les risques ou bien les possibilités de menaces se sont augmentées. Parce que est-ce que le niveau de menace dans un réseau qui n'est pas connecté à Internet, est-ce que c'est le même qu'un réseau qui est connecté à Internet? Non, monsieur. Vous avez des ordinateurs, et vous n'avez pas connexion à Internet. Est-ce que le niveau de risque à récolte, c'est plus moins, c'est très faible? Parce que la grande majorité des risques, ou bien la grande majorité des menaces, ils vont venir d'où? Ils vont venir de l'origine d'une récolte, c'est Internet. Ça veut dire que c'est le réseau public, c'est le réseau externe. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Automatiquement, on a accès à Internet, on a une certaine connexion vers Internet, d'un réseau interne ou bien d'un réseau privé vers Internet, il faut faire le strict minimum, c'est d'utiliser un système de filtrage. Et on a parlé sur les architectures de sécurité l'autre fois. On a parlé sur une architecture qui utilise un seul système de filtrage de paquets. On a utilisé une autre architecture qui utilise un système de filtrage de type proxy. On a présenté quels sont les avantages si on utilise un seul système de filtrage, quels sont les avantages et les problèmes si on utilise deux systèmes qui sont distincts, un pour le filtrage de paquets, un autre pour étant un proxy, ainsi de suite.
Donc, on passe à la troisième question. Donc, expliquer pourquoi les attaques externes sont plus difficiles à mener que les attaques internes. Oui. Monsieur, on peut dire pour la deuxième question que l'attaquant a toujours besoin de connaître l'adresse IP de la victime. Donc, il est difficile de connaître une adresse privée. C'est pas difficile, c'est impossible de contacter de l'extérieur d'Internet, de contacter une adresse qui est privée. Parce qu'une adresse privée ne peut pas communiquer avec une adresse publique. Est-ce que c'est clair? Je me forme ou les mêmes formes? La communication entre adresse privée et publique, c'est impossible. Ce qui est possible, c'est la communication entre une adresse privée et une autre adresse privée. C'est la communication entre une adresse publique et une autre adresse publique. C'est clair ce point? Oui, monsieur, oui. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'adressage? Parce qu'on a droit là, l'adressage, la partie publique et la partie privée. Ou bien qu'on a droit là, un réseau qui est privé ou bien un réseau interne et un réseau qui est public tel que Internet. Non, monsieur. Ok, donc on passe à la troisième question. Qui a déjà, donc qui peut, donc je vous Saadawi Sheima, vous pouvez répondre à la question. Oui, monsieur. Expliquer pourquoi les attaques externes sont plus difficiles à mener que les attaques internes. Les attaques externes sont plus difficiles à mener que les attaques internes parce que les attaques externes sont initiées de l'extérieur du périmètre par des utilisateurs non autorisés. Par contre, les attaques internes, ils initient par une entité à l'intérieur du périmètre. Des paramètres de sécurité. C'est bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Normalement, pour répondre et expliquer toujours, il faut les attaques externes et les attaques internes. On ne peut pas donner une explication si on ne sait pas la différence entre une attaque externe et une attaque interne. Monsieur? Oui, mademoiselle? Pour faire une attaque interne, on est déjà dans le réseau. Alors, lorsqu'on veut faire une attaque externe, il faut attaquer le réseau. Exactement. Il faut accéder. Il faut accéder déjà au réseau et puis faire l'attaque. C'est ça, c'est parfait. On est déjà dans une attaque interne, on est déjà dans le réseau. Ça veut dire on est déjà parmi ça veut dire une machine qui est membre du réseau. Il a le droit d'accéder au réseau. Mais au niveau d'une attaque externe, ça veut dire on doit déjà accéder au réseau. Ça veut dire on doit trouver une technique ou une solution pour accéder au réseau. Par la suite, on peut faire l'attaque. Par exemple, vous avez un réseau Wi-Fi qui contient un code ou bien un mot de passe pour accéder. Pour attaquer les machines d'un réseau Wi-Fi, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien d'un réseau local sans fil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà accéder au réseau local sans fil au départ. C'est la première chose. Pour accéder au réseau local sans fil, il faut savoir le mot de passe ou bien la clé de sécurité. Par la suite, on peut passer à l'étape 2, c'est attaquer une ou bien plusieurs machines de ce réseau sans fil ou bien d'un réseau filial. C'est pour cela, les attaques qui sont externes, ce sont très difficiles à mener par rapport aux attaques internes.
On passe maintenant à la quatrième question. Donc, chocolatez petit Sam. Oui, monsieur. Vous pouvez répondre à la question. Trois machines A et B se relient à un commutateur. Donnez un exemple d'attaque permettant à A d'intercepter les messages échangés entre B et C. Monsieur l'attaque ARP spoofing. Oui, l'attaque donc ARP spoofing. Quoi d'autre? Donc, un exemple de l'attaque, c'est l'ARP spoofing, par exemple, ou bien toutes les catégories. Donc, on peut ici mentionner que toutes les catégories de l'usurpation. Si vous vous souvenez le modèle de catégorisation des attaques en utilisant le modèle de Microsoft, le STRIDE. Le modèle de menace, les différentes attaques, le STRIDE de Microsoft, qui catégorise ou bien donne les différents types des menaces existantes qui sont les attaques d'usurpation d'identité. Parmi les attaques d'usurpation, comme vous avez dit, c'est le ARP spoofing, ou bien les attaques de spoofing, ou bien l'IP spoofing, qui permet ça veut dire, quels sont ce genre de les attaques? Donc, c'est une attaque qui ça veut dire A, il doit envoyer un message, d'intercepter un message, ça veut dire il va envoyer un message, par exemple, à C, et il va dire « Je suis la machine B ». Ça, c'est une technique. Donc, C, il va recevoir la requête du machine A en pensant que c'est B qu'il a envoyé le message, et C, il va envoyer les informations à la machine A en pensant que A représente la machine B. Et ça, c'est un exemple des attaques de spoofing. Les attaques spoofing, comme les attaques de MAC spoofing ou bien l'IP spoofing. À votre avis, comment on peut éviter les attaques de l'usurpation d'identité? Comment on peut éviter que A réalise une attaque de type spoofing? Comment on peut faire ça? Quelle technique ou bien quelle mesure de sécurité on peut implémenter dans ce réseau-là qui contient 3 machines A et B et C afin d'éviter les attaques de type spoofing? Monsieur, l'utilisation du mécanisme de chiffrement. Chiffrement? Est-ce que les mécanismes de chiffrement peuvent éviter les attaques de spoofing? Parce que si revenait en arrière, شنو قلنا les 3 objectifs ديال la sécurité؟ شنو كنا هضرنا على la confidentialité، شنو هو le deuxième grand objectif ou bien service de sécurité? Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, monsieur. La disponibilité. Donc la disponibilité, quoi d'autre? La confidentialité. Oui, donc il y a la confidentialité, il y a la disponibilité, la traçabilité. Et il y a l'intégrité, donc il y a la trace. Pour les attaques de spoofing, une attaque de spoofing, qu'est-ce qu'il permet de violer? Est-ce qu'il viole la confidentialité? Est-ce qu'il viole la disponibilité? Ou bien est-ce qu'il viole l'intégrité? Ou bien est-ce qu'il viole la traçabilité? Ou bien l'authentification? Et l'intégrité. Est-ce que vous êtes sûr? Le spoofing. شنو كيدير لنا le spoofing كيما قلنا؟ Donc le spoofing normalement اش غيدير؟ Normalement dans une attaque de spoofing A مثلا la machine donc A عندها l'adresse A ou B عندها l'adresse B ou C عندها l'adresse C. Une attaque de spoofing normalement A il va envoyer un message à C ou كتقول ليها voilà je suis A bien je suis B. La confidentialité. C'est pas la confidentialité.
C'est l'authentification normalement. Donc, il viole l'authentification. Ça veut dire c'est pour éviter les attaques de type spoofing, on doit, une fois la machine a envoyé à la machine C un message qui dit voilà, je suis la machine B, qu'est-ce qu'il doit répondre C? Il doit demander à A de prouver que c'est vraiment elle est la machine B. Ça veut dire il doit un mécanisme d'authentification. Comme le Kerberos. Comme le Kerberos ou bien comme d'autres protocoles qui permettent d'assurer l'authentification pour que c'est la machine C s'assure de l'authentification de l'origine ou bien de l'émetteur du message. أنا مثلا كيجي فوالا شي واحد مثلا كيصيفط لك une lettre وكيكتب فيها مثلا l'adresse tel ou tel وكيجي كيحطها لك في il va vous envoyer une lettre. Est-ce que vous êtes sûr de l'adresse de l'émetteur? Normalement, il y a une adresse. ولكن qui preuve l'adresse ديال هذاك l'émetteur باش كنعرف بأن vraiment c'est une adresse لأن n'importe qui il peut taper n'importe quelle adresse ديال l'émetteur. OK, يكتب n'importe quelle adresse ويصيفطها, il va l'envoyer à une adresse d'une machine ou bien d'une adresse de destination. Ça veut dire est-ce qu'on a une manière pour savoir l'adresse de s'assurer est-ce que c'est vraiment réellement c'est l'adresse réelle de l'émetteur. Il ما كانش عندنا un mécanisme d'authentification. Non, c'est impossible. يعني on doit avoir un mécanisme d'authentification باش نعرفوا exactement pour vérifier est-ce que l'adresse de l'émetteur qui est notée مثلا monsieur X, ça c'est vraiment l'adresse de monsieur X. OK, donc ici quand vous avez trois machines maintenant A et B, C A envoie un message à C كتحاول باش انه il essaye de tricher C et dire voilà je suis la machine B. C pour contrôler ce type d'attaque, qu'est-ce qu'il doit? Il doit avoir un mécanisme pour vérifier l'identité de A et aussi pour vérifier l'identité de C. OK, parce que par exemple, j'ai déjà mentionné cela une fois. Par exemple, quand on tape, vous tapez par exemple google.fr, qui nous assure que nous sommes dans le site ou bien dans le nom de domaine de google.fr, c'est le certificat. Ça, c'est une technique pour assurer l'authentification de quoi? L'authentification du serveur. Parce que ça, mon navigateur web, c'est le client. Okay. Il désire accéder au serveur de Google, qui me permet de me dire que c'est vraiment, je suis dans le site de Google. Donc, ce sont les certificats. Parce que quel est le problème qui peut arriver si je n'ai pas d'authentification de serveur? Maintenant, je peux entrer à Google et j'aimerais par exemple se connecter à mon compte Gmail. Si je ne suis pas sûr que je suis dans le serveur légitime, qu'est-ce que je peux faire? Je peux entrer mes données, mon nom d'email, je peux entrer mon mot de passe et envoyer. Ça veut dire, s'il n'y a pas ce concept de certificat, un attaquant peut faire une attaque de type de man in the middle, ou bien en demi-milieu. Et va m'envoyer par exemple un lien, ou bien une attaque de phishing, il va me dire, voilà, vous êtes c'est la même page, la même page de Facebook ou bien de Google, il va me dire, voilà, vous êtes sur la page de Google ou bien sur la page de Facebook, vous devez entrer votre informations d'authentification. Mais une fois j'ai l'information de certificat, qui est un certificat valide, qu'est-ce que cela va me garantir? Que je suis connecté au serveur qui est
qui est Google. Donc ça, c'est un exemple de mécanisme qui permet aussi de garantir l'authentification. Donc on passe à la 5e question. Donc expliquer pourquoi l'utilisation des technologies robustes de sécurité n'assure pas toujours la sécurisation de systèmes d'information de l'entreprise ou bien de sécuriser n'importe quel système ou bien quelle application, même avec l'utilisation de plusieurs technologies robustes de sécurité. Je vous avec mademoiselle Qaysoni, qu'est-ce que vous pensez? Wafa? Vous m'entendez? Est-ce que vous êtes toujours en ligne? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Qui a déjà répondu? Je connais جاوب على هذا السؤال هذا. شكون يجاوب على هذا السؤال؟ تا شي واحد ما جاوب على السؤال الخامس. Monsieur, je pense que l'utilisation des technologies robustes de sécurité n'assure pas toujours la sécurisation du système d'informatique de l'entreprise parce que toujours on a le problème de les êtres humains. Oui, donc ça c'est une réponse correcte. Parce que même avec les technologies robustes de sécurité, on n'a pas toujours une sécurité de système parce que la sécurité n'est pas seulement, elle n'est pas liée à l'utilisation de technologies robustes. Ça veut dire, si vous êtes dans votre réseau ou bien dans une application, si vous utilisez des technologies robustes et fortes, cela ne signifie pas que votre système elle est parfaitement sécurisé. Parce que toujours, vous avez le facteur humain. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la 5e question? Quels sont les... Monsieur, on peut dire que même si les technologies robustes de sécurité, il reste des failles qui ne sont pas connues. Peut-être les attaquants peuvent les voir. Les voir, parce que automatiquement, n'importe quel système de sécurité, il n'est pas du tout parfait. Toujours, comme vous avez dit, il existe des failles non connues, que nous avons le nom technique les zero day vulnerability ou bien des vulnérabilités de 0 jour qui ne sont même pas connues. Une fois ils sont connus par des attaquants, ils peuvent attaquer le système. Quoi d'autre est-ce qu'on peut dire sur la question? Monsieur? Oui? Est-ce qu'on peut dire aussi que les attaques peuvent venir de l'intérieur du système? Oui, on peut dire. Ici, on suppose qu'on a des technologies robustes pour résister aux attaques internes et aux attaques externes. Les deux. Ça veut dire que l'administrateur de sécurité a implémenté des techniques de sécurité robustes et des technologies pour résister aux attaques internes et aux attaques externes. Mais toujours, on ne peut pas dire cela n'assure vraiment pas la sécurité du système. Monsieur? Oui, mademoiselle. Monsieur, on peut dire que, par exemple, l'utilisation du DP n'est pas sécurisée. On n'a pas d'algorithme pour savoir si... L'algorithme de quoi? Pour vérifier que la source du paquet d'envoi est la source qu'il semble être.
Je pense à ma femme, je me dis la question derrière. Alors, normalement, on suppose, soit dans le système d'information de l'entreprise, quand nous parlons du système d'information de l'entreprise, l'ensemble, le réseau, les différentes applications, ainsi de suite. Donc, déjà, on a les technologies qui sont robustes, qui sont fortes de sécurité. Déjà, il y a un administrateur, il y a un responsable de sécurité qui a implémenté les recommandations de la sécurité. Mais toujours, même avec cela, alors, la sécurité n'est pas assurée. On peut répondre à la question la première réponse de votre collègue qui a dit il y a le facteur humain. Parce que même avec les meilleures technologies, toujours nous avons le facteur humain peut causer des erreurs, même avec on a parlé sur cela maintenant, le cas de le phishing ou bien d'autres attaques. À la place d'attaquer la technologie, les attaques d'ingénierie sociale attaquent les êtres humains. Ça veut dire, si vous ne formez pas les êtres humains, les employés de l'entreprise, concernant comment il faut, quelles sont les recommandations de sécurité, qui sont les bonnes pratiques, vous ne pouvez jamais sécuriser votre système parce que les utilisateurs vont toujours continuer à choisir des mots de passe faibles. Ils peuvent faire des pas ou bien des actions qui peuvent détruire ou bien violer la sécurité de système. Ils peuvent partager des données confidentielles avec des attaquants, ainsi de suite. Ça veut dire que nous avons le facteur humain. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que si vous vous souvenez dans le chapitre 1, on a parlé que la sécurité, c'est un problème de quoi? Si on peut résumer le problème de la sécurité. On a dit c'est le problème du maillon le plus faible. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Nous avons dit que la sécurité, c'est une chaîne qui dépend du maillon le plus faible. Ça veut dire, même si vous avez utilisé des technologies, des protocoles de sécurité, il y a plusieurs maillons. Tout cela ne suffit pas parce qu'on peut mesurer la sécurité dans le maillon le plus faible. Parfois, on peut dire que ce sont les humains qui sont le maillon le plus faible. Parfois, si vous oubliez une partie non fermée ou bien non contrôlée, même si cette partie elle est très très petite, toute la sécurité de votre système peut tomber en danger. On a présenté quelques exemples dans le cours. Est-ce que ce point-là, elle est claire? J'ai mentionné cela dans le cours plusieurs fois. Je le rementionne ici dans le TD, que ne pensez pas que quand vous avez utilisé des technologies telles que les firewalls, telles que plusieurs technologies qui sont robustes de sécurité, ça veut dire, vous allez dire, ok, c'est parfait, mon système, elle est tellement sécurisé parce que la sécurité, c'est un problème du maillon le plus faible. Ça veut dire il faut voir quels sont toujours, vous devez contrôler votre sécurité. C'est pour cela il faut vérifier, faire des audits, faire des tests chaque fois pour voir est-ce qu'il y a des nouveaux failles, faire des mises à jour des systèmes, faire des mises à jour des applications. C'est un processus qui est continu. يعني ما نقدروش نوقفوا. ديما كيخصنا chaque jour, chaque minute خصنا ديما نتبعوا la sécurité du système ou bien la sécurité du réseau. Ok, on passe la dernière question, question 6. Donc, qui peut nous répondre à la question 6? Ici. نشوف une autre, on va essayer. Les autres. Louchani Sheima, est-ce qu'elle est là? Louchnaoui Sheima, est-ce qu'elle est là? Oui. Sheima. Louchani.
Borja Hamid, est-ce qu'elle est là? Yonli, vous pouvez répondre. Quelle est la segmentation? Qu'est-ce qui permet, donc pourquoi vous allez décrire comment la segmentation réseau assure une certaine sécurité pour le réseau d'une entreprise? La segmentation et réseau assure une certaine sécurité pour les réseaux d'une entreprise en donnant des niveaux de sécurité. J'ai pas bien entendu la réponse. En donnant des niveaux de sécurité, en donnant des sous-réseaux avec des différents niveaux de sécurité. Okay, ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simple. Donc, Il permet de séparer. C'est tout simplement, il permet de séparer le réseau. Ça veut dire, il permet, donc la segmentation, il permet d'appliquer quoi? Il permet d'appliquer le principe d'isolation. Tout simplement. Oui. Donc, la segmentation, c'est un type d'isolation. Ça veut dire, on va isoler, on va segmenter, ça veut dire séparer le réseau à des sous-réseaux. Ça veut dire on va séparer chaque zone avec des privilèges qui sont différents des autres zones et nous avons la segmentation logique et la segmentation qui est physique. Okay. Donc on va prendre, donc est-ce que vous voulez qu'on continue ou bien on va prendre un petit pause après on continue? Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'on continue la correction de l'exercice 1 ou bien on prend un petit pause, après on continue? On prend un petit pause. Ok. Oui, on peut prendre un petit pause pour faire la prière de l'Asr. Après, on va continuer. Donc, on ne va pas prendre beaucoup de temps, donc 10 minutes au maximum. Et on va revenir pour continuer la correction de l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc, les gens qui n'ont pas aussi continué la correction, ils peuvent les continuer par la suite. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur.